Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette dernière d'une série de mini-conférences organisées sur le stand Arts et Métiers à l'occasion du salon Global Industrie. Le thème de la journée, c'est accompagner l'innovation, et à cette occasion, j'ai le plaisir de recevoir Hassan Bouchiba et Mathias Corsia de la société Xways. Xways, c'est une société qui est incubée à l'incubateur Arts et Métiers. L'incubateur Arts et Métiers est spécialisé dans l'accompagnement des projets innovants pour l'industrie. Et donc, nous avons quatre thématiques principales dans l'incubateur. Une thématique qui est des projets digital, quel que soit le secteur, des projets de green tech, donc du digital dédié à l'environnement, et puis deux catégories de projets qui sont plus directement liés à l'industrie, des projets hardware et puis des projets de services et techno pour l'industrie. Et c'est dans cette catégorie que rentre la société Xways. Je vais vous laisser en parler, vous en parlerez beaucoup mieux que moi. Mais en deux mots, ce que fait Xways, c'est des solutions d'analyse automatique de données de capteurs LIDAR. Donc là, ce qui est particulièrement intéressant dans le cadre de la société Xways, c'est le cas d'une pépite technologique. Tout correspond au profil de ce qu'on appelle la deep tech, par le profil des fondateurs, par la nature de la technologie qui est développée, et puis par l'ensemble des applications potentielles. Ce qui donc est intéressant, et l'enjeu de l'accompagnement d'une société comme Xways, c'est de travailler tout ce qui va permettre de passer d'une technologie à un produit, une technologie qui concentre un très gros savoir-faire, qui a nécessité du temps de développement et qui va nécessiter encore du temps pour arriver à une conversion réussie entre la technologie et le produit. Donc tout l'enjeu, tout l'intérêt de l'accompagnement est sur ce point-là, de faire passer d'une technologie très, très intense, très dense, à un produit, des services, ou un ensemble de produits et un ensemble de services. Je vais vous passer la parole. Pour commencer, est-ce que vous pouvez parler justement de vos parcours, de vos profils? Merci Marie, et merci Arts et Métiers du coup pour l'invitation aujourd'hui sur le salon GI. On est très content d'être là et très fier aussi de pouvoir présenter Xways sur ce salon. Du coup, je me présente, Hassan Bouchiba, CEO de Xways, j'ai 30 ans. Moi du coup, j'ai fait l'école des mines, donc je n'ai pas fait les arts et métiers, mais voilà, on est dans la grande famille, on va dire. C'est pas grave, c'est pas grave. Dans la grande famille des écoles d'ingénieurs françaises. Du coup, ensuite, donc je me suis spécialisé en robotique, et ensuite j'ai fait une thèse de doctorat, et c'est là que j'ai commencé à travailler sur les données LIDAR et de manière générale sur la vision 3D. Ensuite, j'ai une expérience de 3 ans dans une start-up qui s'appelait Terra 3D. Et quand cette start-up a cessé ses activités il y a un peu plus d'1 an, du coup, pour moi, ça a été l'occasion de créer ma propre entreprise avec 2 anciens collègues, donc Mathias, qui est là aujourd'hui, que je vais te laisser te présenter après moi, et Antoine. Et du coup, voilà, c'était le point de départ où on a décidé de créer Xways pour justement permettre d'aider la démocratisation de ces capteurs LIDAR 3D, sur lesquels on reviendra un petit peu plus après, mais qui sont juste une technologie incroyable. Et voilà, yes, Mathias, je vais te laisser te présenter du coup. Merci. Du coup, moi je suis Mathias Corsia, je suis ingénieur de formation aussi, et je suis CTO à Xways. Donc j'ai fait l'école des mines à Paris, et d'ailleurs c'est par ce biais-là que j'ai rencontré Hassan. Donc je me suis spécialisé en robotique, vision par ordinateur, et pour le coup je suis rentré assez vite dans le traitement de données 3D, puisque mon premier emploi c'était également chez Terra 3D, et je me suis spécialisé tout de suite sur l'intelligence artificielle appliquée justement à du traitement de données 3D. Et donc chez Xways, c'est moi qui suis en charge de toute la R&D pour développer le produit. Du coup, on va passer directement à la description, la présentation de ce fameux produit, et du coup, ce qu'il y a de façon sous-jacente au produit, à la technologie que vous avez développée. Alors, sans plus attendre, donc, yes. Du coup, concrètement, nous, en fait, ce qu'on a développé, c'est un logiciel qui permet de faire de la perception 3D. Concrètement, donc là, en fait, sur la slide derrière moi, en fait, on a représenté où on se situe sur la chaîne de valeur. Donc,
tout à gauche, il y a les capteurs 3D. Donc nous, on ne fabrique pas de capteurs. Nous, d'ailleurs, notre technologie, elle est compatible avec n'importe quel capteur aujourd'hui sur le marché. Et ça, c'est un des points durs qu'on a réussi à craquer grâce à notre technologie. Et du coup, à l'autre extrême du spectre, il y a les robots autonomes, en tout cas les gens qui les fabriquent, et ça, ce sont nos clients. Donc nous, pareil, on fait pas les robots. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est un logiciel, en tout cas une couche logicielle, plus précisément des briques logicielles, donc les gens qui fabriquent les robots peuvent intégrer. Et nous, ce qu'on leur permet, c'est justement de faire le traitement en temps réel des signaux de n'importe quel capteur LiDAR 3D aujourd'hui sur le marché. Donc il faut savoir que ça produit beaucoup de données, 1 million de signaux par seconde. Et nous, en fait, on traite toute cette masse, cette bouillie de données, et on lui donne un sens et on la rend, on va dire, on la transforme en données qui sont activables en action pour les gens qui fabriquent les robots autonomes. Et donc concrètement, nous, ce qu'on fait, c'est très simple à comprendre. On fait deux choses. La première, c'est on fait de la détection d'objets et d'obstacles. Donc en temps réel, on dit, donc c'est-à-dire 20 fois par seconde, on dit au robot, on lui donne la liste de tous les objets qu'il y a autour de lui, avec leur position très précise dans l'environnement et leur dimension très précise. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la localisation. Donc on donne au robot sa position très précise, plus précise que le centimètre dans son environnement. Et ça, dans l'espace en 3D. Et ça, ce sont vraiment deux infos clés dont les robots ont besoin pour évoluer dans leur espace, puisque détecter les objets, ça permet de pas les heurter, quoi, ou de faire des manœuvres d'évitement. Et la localisation, ça sert à faire ce qu'on appelle la navigation, c'est-à-dire permettre au robot d'aller d'un point A à un point B. Pour réaliser cette tâche, il a besoin de savoir où il est à chaque instant. Et donc nous, on le donne cette info 20 fois par seconde. Dit comme ça, ça a l'air assez simple. Voilà. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous en temps de développement, en intensité de développement pour arriver à ce résultat qui a l'apparence de la simplicité ? Du coup, je me permets de dire un petit point. Effectivement, l'apparence de simplicité, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel et qu'on a eu à cœur dès le début, justement, même si la technologie sous-jacente, et je vais laisser le CTO en parler, c'est vraiment quelque chose d'ultra complexe. On a craqué des vrais trucs et sur lesquels les gens se cassent les dents depuis une dizaine d'années. Mais nous, cette simplicité, justement, c'est une partie de notre proposition de valeur et justement ce qu'on apporte à nos clients. En fait, c'est justement, on veut plus que nos clients soient obligés d'être experts de la donnée 3D pour être capable d'intégrer, mais on reviendra sur la proposition de valeur un peu après et je vais laisser parler le CTO de la partie technologique très dure. Oui, cette histoire de ce que vous avez réussi à craquer et ce sur quoi les autres butent et ce que vous avez réussi à ouvrir, je trouve ça particulièrement intéressant. Ouais. En effet, nous le fait d'avoir une brique logicielle qui est simple à utiliser mais qui fournit des résultats qui sont impressionnants, en fait, c'est ça, on va dire, notre ambition, notre ADN, et c'est déjà ce qu'on réussit à faire. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail, le tour de force, c'est de réussir à extraire de la donnée d'une soupe de points en 3 dimensions. Donc c'est ça en fait que la donnée que produit un capteur LiDAR, c'est 1 million de points par seconde. Une donnée qui est tout à fait indigeste, qui porte aucun sens sémantique ni utilisable pour un robot. Et donc nous, notre logiciel, concrètement, il permet à partir de cette liste de points en 3 dimensions d'extraire deux choses. D'une part, une liste d'objets, c'est-à-dire quels sont les objets autour du capteur, leur position, leur dimension, comment ils se déplacent, donc pour anticiper des trajectoires, etc. Ça, c'est une info qui est essentielle pour piloter un robot. Et la deuxième chose, c'est du coup la position du robot dans son environnement, un peu à la façon d'un GPS finalement, qui nous dit où est-ce qu'on se situe dans l'environnement. Et en fait, on va dire que les points très difficiles qu'on a réussi à craquer justement, c'est d'une part qu'on arrive à faire ce traitement en temps réel, parce que faire du traitement de données LiDAR, c'est déjà complexe en soi, mais en plus réussir à le faire avec les vitesses d'exécution qu'on a, c'est du jamais vu. Ensuite, ce qu'on a aussi réussi à faire, c'est à faire un logiciel qui arrive à traiter les données de n'importe quel capteur. En fait, on n'a pas développé, si on veut, des surcouches pour chaque capteur qui nous permettent de traiter leurs données. Nous, on a réussi, on va dire, à développer des structures de données 3D qui nous permettent de traiter la donnée de n'importe quel capteur. Et ça, en fait, c'est quelque chose que, par exemple, nos concurrents fabricants de capteurs ne savent pas faire. Et donc voilà, le tour de force, c'est de réussir à donner un framework de traitement global de données 3D. Et si on parle maintenant d'applications ? Alors du coup, les applications, nous aujourd'hui, donc déjà d'un point de vue global, le LiDAR 3D, c'est une technologie qui a 15 ans,
qui depuis 4 ans environ se diversifie. Il faut savoir que les premières années du LiDAR, c'était vraiment réservé uniquement à la voiture autonome. Il y a eu d'ailleurs beaucoup d'argent injecté par les fabricants de voitures, les constructeurs automobiles, dans les boîtes qui fabriquaient ces capteurs-là, en tout cas qui ont développé cette techno. Et depuis 4 ans, en fait, ce qu'on voit, c'est un trend de diversification de ce marché et du coup avec des applications dans plein de domaines comme la robotique mobile, les smart cities ou le 3D mapping. Et nous, aujourd'hui, on a décidé, on a fait le choix de se focaliser, donc c'est un choix stratégique, de se focaliser vraiment sur la robotique mobile. Et donc, je vais te donner 2 exemples de robots mobiles sur lesquels notre soft est déployé, donc sur des prototypes de robots. Donc, le premier, c'est un robot qui fait de l'inspection sur des sites contaminés, en particulier contaminés par de la radioactivité. Et donc, typiquement, c'est des sites sur lesquels on n'a pas envie d'envoyer des humains. Et ce sont des sites sur lesquels il n'y a pas d'autres humains. Donc, il n'y a pas de problématique de safety comme sur une voiture autonome qui est un peu le nerf de la guerre. On le voit avec les Tesla qui part dans tous les sens, qui écrase des gens, qui tue des gens malheureusement. Il existe aujourd'hui la robotique mobile. En fait, on ne parle pas de Star Wars, on parle vraiment d'un domaine qui existe déjà aujourd'hui. Il y a déjà des boîtes en fait qui font des robots mobiles aujourd'hui. D'ailleurs, ça représente 400 000 robots mobiles qui sont fabriqués chaque année. Et donc nous, c'est vraiment ça qu'on vise. Et donc pour revenir à l'exemple que je citais, donc ça c'est un de nos clients qui fait des robots pour faire de l'inspection de sites industriels ou de sites contaminés. Et lui, ce dont il a besoin pour son robot, c'est de connaître sa position en temps réel. Donc justement, on en revient exactement à ce qu'on fait. Et lui, il a essayé un petit peu toutes les autres solutions alternatives, notamment des solutions basées sur d'autres capteurs ou des solutions concurrentes. Et en fait, il n'y a que la nôtre qui a montré des niveaux de fiabilité assez hauts et assez satisfaisants pour la production et donc voilà, donc ça c'est un exemple. Et lui, dans sa roadmap, il a l'intention de déployer des flottes de robots pour arriver sur un site contaminé, pouvoir faire ces mesures de radioactivité, on va dire en autonome sans envoyer d'être humain. Et le deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle un chariot tracteur. Donc dans un site, sur des sites industriels, c'est des chariots qui transportent des charges assez lourdes d'un point de chargement à un autre. Et là, on a aussi un client qui développe ça, en fait, qui fait même, pour être plus précis, du rétrofit de chariots tracteurs qui existent déjà actuellement, qui sont pilotables, on va dire. Et lui, il fait du rétrofit de ces chariots-là pour les rendre autonomes. Et donc ça, c'est un autre exemple aussi de la vie de tous les jours aujourd'hui. Et peut-être pour en donner un troisième, pour lequel c'est pas encore nos clients, mais c'est des gens avec qui on a des discussions, c'est tout ce qui est balayeuse autonome. Il faut savoir qu'il y a des forts besoins dans des environnements comme par exemple les aéroports ou dans des bureaux ou sur les centres commerciaux. Le soir, il y a des gens qui sont payés à balayer, à piloter justement des petits tracteurs qui sont des balayeuses pour nettoyer le sol. Et ça, du coup, c'est des choses aussi qui sont automatisables, mais pas dans 10 ans, qui sont vraiment automatisables aujourd'hui. Et c'est ce type d'application aussi qu'on vise. Et en 2 mots, même si ce n'est pas des applications que vous ciblez, et on pourra revenir plus tard sur pourquoi justement vous ne les ciblez pas, le côté véhicule autonome et smart cities, dans quelle mesure l'analyse de données LiDAR pourrait être pertinent pour ces applications-là? Eh bien, en fait, les capteurs LiDAR, ce sont un peu comme des caméras, mais qui voient en 3 dimensions finalement. Et à l'inverse de caméras, ce sont des capteurs qui sont actifs. Donc ils peuvent mesurer des points indépendamment en fait des conditions extérieures, donc par exemple d'éclairage, de météo, etc. Et donc c'est en ce sens en fait que les capteurs LiDAR peuvent ajouter une plus-value par rapport par exemple aux capteurs caméra ou radar qui sont principalement utilisés aujourd'hui dans la voiture autonome et les smart infrastructures. Et donc dans la voiture autonome en fait c'est amusant parce que, par exemple, le plus gros acteur là-dedans, bien sûr, c'est Tesla, et donc eux ne font pas confiance au LiDAR. Mais il y a plein d'exemples où il est criant qu'avec l'utilisation de capteurs LiDAR, on aurait pu éviter des accidents qui ont eu lieu parce que les caméras étaient éblouies ou ce genre de choses. Alors que le LiDAR, justement, qui est un capteur qui mesure des points indépendamment de l'éclairement, etc., aurait pu éviter des crashs qui se sont passés. Et puis sur les smart infrastructures, le côté 3D, en fait, permet de facilement traquer les objets pour mieux les compter, par exemple. C'est des systèmes qui vont être très faciles à déployer, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, où la calibration de caméra, c'est quelque chose qui est quand même difficile. Et donc je pense que c'est pour ça que le LiDAR est vraiment en pleine expansion sur ces 2 domaines-là. C'est parce qu'il permet non pas complètement de faire fi de tout ce qui existait auparavant, mais de compléter, on va dire, les solutions déjà existantes et en les améliorant.
Mais du coup, si ça vous semble être une application pertinente où le LiDAR serait une solution satisfaisante, pourquoi est-ce que vous n'allez pas dans la direction du véhicule autonome? Ce qu'il y a derrière ma question, ce n'est pas spécifiquement celle du véhicule autonome, mais comment vous faites vos choix parmi cet immense éventail d'applications, d'aller sur telle ou telle application et tel ou tel client plutôt qu'un autre? Alors, en fait, nous, notre solution, elle est complète. C'est-à-dire qu'on permet de faire et de la détection d'objets et de la localisation. Et ça nous procure en fait un avantage compétitif qui est extrêmement fort sur notamment le marché de la robotique mobile, on va dire, où les gens ont besoin de solutions externes comme la nôtre, contrairement plutôt aux véhicules autonomes où les Google, les Uber développent en interne parce qu'ils ont des équipes qui sont largement suffisantes. Nous, on apporte vraiment une très forte valeur ajoutée justement sur le marché de la robotique mobile où en fait il y a cette volonté d'externaliser cette compétence. Et nous, c'est exactement ce que l'on développe justement. Ensuite, il y a un autre marché dont on n'a pas encore parlé, qui est celui de la cartographie en 3 dimensions, donc à destination du BIM. Et du coup, c'est un marché en fait qui a fort potentiel et qu'on adresse aussi parce que tout simplement notre solution permet d'accélérer considérablement les temps d'acquisition pour les gens qui utilisent ces systèmes. Et donc là, on a vraiment, on va dire aujourd'hui, la capacité de frapper un gros coup sur ce marché. Et donc c'est pour ça qu'on fait ces choix-là aujourd'hui. Ensuite, bien sûr, à l'avenir, on attaquera les marchés qu'on a cités, donc smart infrastructure et voitures autonomes. Et du coup, là, concrètement, votre technologie ou le produit dans l'état dans lequel il est actuellement, ça se présente comment? Vous vendez quoi? Du coup, est-ce qu'on a les slides qui vont bien? Non, bon, pas de souci. Du coup, dans le deck plus complet, on a les slides qui vont bien. Mais bon, concrètement, aujourd'hui, ça se présente sous la forme de plugins pour d'autres logiciels. Concrètement, il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens, donc tout à droite, les gens qui fabriquent des robots autonomes, pour développer leurs robots, ils ne développent pas tout from scratch. Et en particulier, ils utilisent ce qu'on appelle des middleware. Ça ressemble aussi à un operating system, comme par exemple Windows ou Linux. Et en fait, ces middleware, ce qu'ils font, c'est qu'ils leur permettent de faire toute la couche d'intégration des signaux des différents capteurs et faire tourner les différents composants logiciels en parallèle qui tournent sur le robot. Et ça, ces middleware, il n'y en a pas 15 milliards. En fait, il y en a même un qui est utilisé par 90% de nos clients qui s'appelle ROS. C'est un middleware open source d'ailleurs. Et nous, concrètement, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ship notre logiciel comme un plugin pour ROS. Donc en fait, on s'intègre, la logique derrière ça, c'est de s'intégrer directement dans l'outil de développement, dans le middleware qu'utilise notre client. Et en ça, en fait, on propose une solution qui est vraiment plug and play. Nous, le claim, c'est qu'on fait passer nos clients de 2 ans de do it yourself à développer, quand ils essaient de développer leur techno, ce qui est vraiment, on va dire, notre concurrent principal aujourd'hui, même si on a des concurrents, d'autres concurrents entreprises, quoi, je veux dire. Et nous, on les fait passer à 5 minutes, en fait, avec XWays, parce que nous, on a vraiment une intégration qui est très, très low code, voire no code. Et c'est grâce à ce positionnement et à ce choix de se positionner comme brique middleware. Donc concrètement, nous, il y a pas l'autre info aussi importante, c'est qu'il n'y a pas de développement spécifique pour tel ou tel robot. Et ça, c'est pas par notre positionnement en fait particulier sur la chaîne de valeur. Nous, on ne fait pas tout le logiciel du robot, on en fait une couche. Et cette couche en particulier, nous, pourquoi on s'est mis là, c'est parce que cette couche, justement, on sait, et on le savait dès le début, en fait, parce que on vient du milieu, hein, on est expert de tout ça, que cette couche, elle était générique, en fait, que justement, que ce soit un drone, un chariot élévateur ou une machine pour balayer le sol, cette couche-là, en fait, elle fonctionne sans adaptation pour ces robots-là, et c'est pour ça qu'on a fait ça. Donc voilà. Donc là, concrètement, votre produit qui est très standardisé vous permet à l'heure actuelle d'adresser l'ensemble des applications possibles qui sont ouvertes par l'analyse automatique de données de LiDAR. Oui, c'est ça, tout à fait. D'un point de vue technologique, tout à fait. Après, d'un point de vue marché, il y a certains robots, certaines typologies de robots qu'on sait qu'on va adresser plutôt comme des early adopters, plus facilement que d'autres. Ça va être typiquement des robots qui sont un peu plus grands et qui peuvent du coup supporter le coût de l'achat d'un LiDAR, puisque un LiDAR, je rappelle, il y a 15 ans, ça coûtait encore 100 000 €. Aujourd'hui, ça coûte autour de 5 000 €. Mais on va dire que les
les plus petits robots, il va falloir encore attendre que le prix baisse un petit peu. Mais ce qui, grâce à la loi de Moore, en fait, on a une super prédictibilité en fait, et lisibilité sur cette évolution-là. Et nous, c'est tant mieux, parce que quand les lidars coûteront moins de 1 000 $ ou quelques centaines de dollars, on sera là pour fournir le soft qui va avec, puisque nous, pour le coup, comme tu le sais, sur l'avantage de faire du software, c'est qu'on n'a pas de problème de production, de fabrication, de hardware, et c'est un avantage qu'on a et sur lequel on joue à fond, quoi. Et effectivement, tu as prononcé le mot-clé qui est le mot de chaîne de valeur, et ça fait effectivement partie des points sur lesquels on travaille de façon récurrente et où le travail d'accompagnement porte spécifiquement là-dessus, qui est effectivement de réfléchir à où se situe le Xways dans la chaîne de valeur, dans l'idée d'optimiser, de trouver le meilleur point d'équilibre entre le potentiel de marché, qui est effectivement immense, mais qui va avec une difficulté significative, qui est que on ne parle pas là de marché, on parle de clients dont il faut savoir adresser les besoins. Donc quand on parle d'adresser les besoins d'un client et pas juste d'un marché, ça veut dire qu'a priori, on va avoir des problématiques de spécialisation de la technologie pour que chaque produit corresponde aux besoins d'un client. Donc voilà, trouver le meilleur équilibre entre standardiser au maximum tout en ayant la capacité à adresser le plus grand spectre possible de clients, avec des questions qui sont effectivement, est-ce qu'on fait que du soft, alors pardon pour le que du soft, mais est-ce qu'on fait que du soft, ou alors est-ce qu'on fait du soft et du conseil? Est-ce qu'on fait que du soft, ou est-ce qu'on fait du soft et du hard? Est-ce qu'on ne vend qu'une brique logicielle, ou alors est-ce qu'on va réfléchir à adresser un marché avec une proposition qui soit plus intégrée? C'est-à-dire, est-ce que ce serait pertinent que vous mettiez à intégrer des robots? C'est effectivement toute la question qu'on est obligé de balayer quand on a une pépite technologique de ce type-là, avec un marché qui est effectivement colossal, et où le travail consiste justement à affiner précisément la position sur la chaîne de valeur. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, c'est un des sujets sur lesquels, voire le sujet sur lequel on travaille le plus activement, en tout cas en ce moment avec toi. Et c'est vrai que c'est pas un sujet facile. C'est pas un sujet facile parce que, en fait, il y a une autre composante aussi que tu n'as pas citée, mais que tu connais très bien de par ton expérience, c'est qu'on est sur Deep Tech. Ça veut dire qu'on est sur un marché qui est mouvant aussi, qui est en structuration, où les besoins des clients aujourd'hui, c'est pas forcément les besoins de demain, puisque peut-être que demain le marché sera structuré différemment. Nous, ce qu'on voit, c'est que nous, ce qu'on sait dans tous les cas, c'est qu'on a une approche. On va dire avec beaucoup d'humilité sur le sujet, parce que on n'a pas la prétention d'avoir la science infuse, et on en apprend tous les jours au contact de nos clients. Et je pense que ça, c'est le point principal, en fait, c'est vraiment apprendre au contact des clients et faire évoluer le produit au contact des clients. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, dans notre roadmap, et quand il y a un peu plus d'1 an, donc en janvier 2021, on s'est lancé sur le projet, on a eu tout de suite à cœur avec Antoine et Mathias de se dire comment on peut orienter nos développements pour faire rentrer des clients qui payent le plus tôt possible dans la vie du produit, puisqu'on aurait pu se cacher derrière le fait qu'on était deep tech et dire ok, on en a pour 3 ans de R&D parce que c'est un problème dur, et les gens nous auraient dit ok, oui, effectivement c'est un problème dur, mais nous, voilà, on a eu à cœur de sortir justement un MVP, une V1 le plus tôt possible, même si voilà, continue à évoluer. Il n'y a pas toutes les features qu'il faut dedans encore, mais voilà, on a vraiment, c'est vraiment quelque chose de clé, parce que on apprend tous les jours au contact de nos clients à ce sujet-là. Et aujourd'hui, nous, les réflexions sur justement aller extraire le maximum de la valeur, elles ont beaucoup tourné sur notre business model, sur vendre en one shot, vendre par abonnement, et sur la différenciation de nos interfaces par segment qu'on adresse. Mathias parlait par exemple du 3D mapping. On se rend compte que les gens dans le surveil, ils n'ont pas les mêmes besoins, en tout cas ils n'ont pas ni les mêmes compétences, ni les mêmes environnements de travail que les gens qui développent des robots. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qui nous occupe, on va dire, au jour le jour là-dessus, et je pense sur lequel on va continuer à se gratter pas mal la tête, et heureusement qu'on est accompagné pour ça. Ça, c'est une partie que je trouve extrêmement intéressante dans cette conversion entre la technologie et le produit. C'est qu'il faut aussi changer de mindset. Et en gros, se dire, on ne parle pas de la technologie, mais on écoute le client. Ce qui est vraiment, pour le coup, un renversement total. Et là-dessus, je trouve que c'est la partie très intéressante dans votre démarche, c'est qu'effectivement, vous l'avez intégré très tôt, et ça fait partie des points sur lesquels vous travaillez très intensément, très fermement,
c'est ce qui fait que voilà, je suis très confiante sur la façon dont ça va évoluer. C'est gentil, merci. Et pour ce qui est donc de cette façon d'intégrer le besoin client qui est le point de bascule entre la techno et le produit, comment vous vous organisez en interne? Comment vous travaillez? Quelles sont vos méthodes? Est-ce que c'est justement sur des méthodologies d'écoute client? Est-ce que vous allez voir, vous allez questionner? Est-ce que vous avez des recrutements qui sont dédiés à cet objectif? Eh bien, nous, on est une boîte qui est très jeune, mais bien sûr, on a cette volonté de suivre nos clients en fait, du début, on va dire, de la phase de prototypage à la phase de production. Du coup, la méthodologie, on a une méthodologie, on va dire, mais qui n'est pas gravée dans le marbre. Bien sûr, de rencontrer nos clients toujours c'est-à-dire d'organiser une visio avant de leur shipper une version d'essai pour bien comprendre leurs besoins, comprendre exactement quelles fonctionnalités ils vont utiliser, comment ils vont l'utiliser. On les accompagne sur l'installation, bien sûr. Ensuite, on demande des nouvelles régulièrement. On fait des points un mois après l'installation pour s'assurer que tout se passe bien, pour savoir comment évolue le projet. Parce que pour nous, c'est hyper important en fait, justement d'avoir les retours de nos utilisateurs. Parce que d'une part, ça nous permet de savoir comment utiliser notre logiciel et d'autre part, de savoir comment l'améliorer justement pour qu'il fit encore mieux aux besoins du client. Et du coup, tout ça, ça rentre bien sûr dans la partie Customer Success sur laquelle on a des recrutements de prévus. Et c'est d'ailleurs à ça que va nous servir une partie des fonds qu'on compte lever. Est-ce que vous pouvez du coup dire quelques mots sur justement les premières ventes que vous avez réalisées? Qu'est-ce que vous avez vendu? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Qu'est-ce que ça vous a appris? Du coup, là, à date, on a 7 clients qui payent, donc ce qui représente 11 licences qu'on a vendues, ce qui sont des chiffres ridicules quand on parle d'un SaaS B2B, mais en l'occurrence pour un logiciel de traitement temps réel de données LiDAR 3D, c'est super bien. On voit en à peine 3 mois de commercialisation, sachant que là aujourd'hui on est plutôt dans la phase où on est les deux pieds sur le frein sur la commercialisation plutôt qu'à fond, puisque notre but, comme je l'ai dit, c'était de faire entrer des clients le plus tôt possible et justement finir de développer le produit avec eux, intégrer leur retour et pas se griller les ailes en faisant rentrer 15 milliards de personnes sans pouvoir délivrer. Et comme l'a dit Mathias, le Customer Success pour nous aujourd'hui c'est quelque chose de très important parce que notre objectif c'est de vendre une licence aujourd'hui chez notre client qui est en R&D, mais que demain ça se transforme en 10, 20, 30, 50, 100 licences quand il va déployer ses robots chez ses clients à lui pour le coup. Donc aujourd'hui on est très fiers de ne pas avoir vendu de POC comme beaucoup de startups. On a vendu notre logiciel, donc des licences logicielles, donc 11 comme je l'ai dit, et avec des clients principalement donc dans la robotique mobile. J'ai cité 2 use cases, bon, tu sais je peux pas citer les noms, mais 2 use cases, donc le robot d'inspection sur les sites contaminés et le chariot tracteur dans l'industrie. Et on a vendu quelques licences aussi à des grands groupes, donc des grands comptes. Et là-dessus, on a appris pas mal de choses puisque, en fait, quand tu vas avoir des grands comptes, et tu le sais très bien, je pense que tu sais même mieux que moi, mais tu peux rentrer côté plutôt direction de l'innovation, donc ce qui est très intéressant parce que ça te permet de montrer des choses très belles, d'avoir une très belle exposition sur le produit, sur la techno. Mais souvent, ce qui est difficile, c'est de transformer l'essai pour aller justement adresser les équipes opérationnelles. Et nous, du coup, on est assez fiers parce que justement, on a réussi à accrocher des grands comptes plutôt du côté équipe opérationnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que là, chez les grands comptes, ça permet en fait de faire des petits dans d'autres équipes en fait et de vendre différentes choses à différentes équipes ou la même chose à différentes équipes mais pour pas les mêmes applications et ça c'est intéressant. Et aussi ce qui est intéressant pour nous, c'est de dire que il y a des grands comptes, que ce soit dans l'automobile ou dans le secteur ferroviaire, qui ont fait appel à notre technologie, qui eux développent des choses en interne, notamment sur le volet LiDAR, et qui sont connus et reconnus comme experts du secteur et qui ont fait appel à notre technologie parce que déjà elle est bonne, et ensuite parce qu'elle complète bien aussi leur techno. Et ce qu'il faut voir, c'est que nous on peut être utilisé pour les plus petites boîtes comme un produit en tant que tel. On utilise la localisation, on utilise la détection d'objets, mais on peut être aussi utilisé par les équipes R&D plutôt comme un kit de développement ou une boîte à outils. Et sur ces deux exemples, en fait, les gens, nos clients, ils ont composé nos briques logicielles pour en faire une application qui a un peu plus de valeur que chaque brique prise individuellement. Et ça, on trouve ça assez cool puisque ça montre qu'on est compatible aussi avec des gens qui ont déjà de l'IP en interne, qui ont déjà de la techno en interne, et on montre
montre que c'est des gens, en fait, on dérisque en tout cas le fait que c'est des gens qu'on peut toucher et avec lesquels on peut travailler. On n'est pas en opposition frontale avec eux. Et vous vous donnez combien de temps pour adresser à plein vos différents marchés? Du coup, nous, là, ce qu'on se donne, c'est, on va dire, 18 mois pour déjà passer en production chez nos premiers clients. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, en fait, aujourd'hui, on vend sur des projets R&D, donc notre soft, il est déployé, mais plutôt sur des prototypes à l'unité. Et notre but, en 2023, c'est d'être déployé déjà sur des pré-séries ou des séries de robots, c'est-à-dire quelques dizaines de robots. Donc ça, déjà, c'est l'objectif, on va dire, 2023. À plus court terme, on compte aussi continuer à déployer de nouvelles interfaces pour rendre notre soft encore plus facile à utiliser, notamment sur le segment du surveil du mapping 3D qu'a cité Mathias, puisqu'aujourd'hui, là-dessus, on a des early adopters, mais qui utilisent le produit dans sa forme robotique mobile, donc très geek et pas très adapté, on va dire, justement pour extraire le 100% de la valeur. Et donc là-dessus, voilà, on est en train de mettre une surcouche en interface graphique qui est beaucoup plus simple à utiliser que l'état actuel, on va dire plus geek, command line, etc. Mais ce qui pour nous représente relativement peu de développement, en fait, vu que le cœur algorithmique, ça reste le même. Et donc ça, on va dire que c'est l'objectif à plus court terme. On se donne 6 mois pour finir les développements là-dessus et commencer la commercialisation sur ce segment-là, on va dire, en tout cas passer la seconde sur ce segment-là. Mais effectivement, c'est un des points intéressants, c'est d'identifier la petite surcouche, le petit développement qui est techniquement, scientifiquement, qui n'est pas un énorme défi, mais qui est vraiment celui qui va permettre de vendre ou pas. Et là, pour le coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est 0 ou 1. Et là, pour le coup, une techno qu'on n'arrive pas à packager correctement, qu'on n'arrive pas à transformer correctement en produit ou un service, juste, c'est rien, quoi. Et alors que là, l'idée, c'est en identifiant bien, comme vous le faites, ce qui manque pour que vos clients prennent l'entièreté de la valeur de votre techno, voilà, c'est ça qui va vous permettre d'aller capter tout ce que vous pouvez pour tirer profit de cette techno. En effet, et puis l'autre LEDA, peut-être pour finir, un dernier élément aussi pour compléter ce que je viens de dire, ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est que ces petits développements, ce qui vont nous permettre aussi, c'est de gagner beaucoup de temps en fait, parce qu'aujourd'hui, en l'état, il y a certaines personnes à qui on peut vendre notre soft, mais à qui on ne le fait pas par choix parce qu'on ne veut pas s'épuiser en customer success et en installation, en formation, parce que ça c'est pas scalable, quoi. Et du coup, on sait qu'avec ce petit développement, on va pouvoir juste délivrer quelque chose de beaucoup plus simple à utiliser et sur lequel le temps de formation il est quasiment réduit à 0, quoi. Bon. On va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre présentation. Et puis, juste en un mot pour terminer. Donc là, vous êtes effectivement dans un processus de levée de fonds pour vous permettre de faire ces derniers développements qui vont vous permettre d'adresser votre marché et d'aller capter votre valeur. Et on n'est pas trop inquiet là-dessus. Vous avez été listé dans, si je ne me trompe pas, c'est Challenge, dans la liste des X sociétés dans lesquelles investir. Ça, les 100 startups et combien de startups Deep Tech ? Les 9 startups Deep Tech, donc 9 voilà. De la catégorie Deep Tech. Donc, voilà, si vous voulez investir dans des startups Deep Tech, voilà, suivez les recommandations Challenge et investissez chez Xways. Merci beaucoup. Merci beaucoup.